Patrick Borel, bonjour. Bonjour. Merci de cet entretien en Suisse. Vous serez à Lausanne le 8 mai, 10 mai à Neuchâtel, ensuite le 20 juillet à Sion. Oui, au tourbillon. Le phénomène se renouvelle, les générations, elles sont toutes là. Il semblerait que, que les gens qui sont venus une fois au concert soient revenus à chaque fois. Et c'est surtout, en effet, le renouvellement qui est frappant. Que les personnes qui avaient 15 ans, il y a 20 ans, soient là et très présentes et très volubiles. C'est très flatteur pour vous, les enfants de vos fans des années 90. Mais maintenant, il y a les 15-20 ans qui arrivent. Alors, je ne sais pas si c'est les enfants de ces fans, comme vous dites, ou d'autres, mais en tout cas, c'est assez extraordinaire. Puis les hommes qui arrivent en masse au concert, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Quand on regarde les années, grande année 1989, c'était la chute du mur de Berlin. C'était il y a 25 ans et c'était le grand début de Patrick Bruel. C'était pas les débuts, mais c'était l'explosion grâce à une chanson, grâce à Casser la voix et cet album à leur regarde. Et une tournée qui s'en est suivie, oui, en effet, m'a permis justement de mettre le pied dans la scène. Et la scène, c'est quand même ce qui est la survie de notre métier. Là, vous avez toujours la même jubilation. Sur scène, vous ne donnez aucun signe de lassitude. Il n'y en a aucune, non. En plus, je fais tellement de choses que s'il y avait une lassitude dans quoi que ce soit, je m'arrêterais. Il y a des chanteurs, on voit qu'ils sont en bon français, ils s'emmerdent. Parce qu'ils sont que chanteurs, peut-être. Moi, je ne fais pas que ça, donc j'ai vraiment le droit de choisir. Mais quand on vit ce que je vis sur une scène, et tous les gens qui ont vu les concerts peuvent en parler, quand on voit ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au dernier Paléo, c'était tellement dingue. En plus, un Paléo particulier, puisque c'était un Paléo sous la pluie pendant 2 heures, c'était un moment de grâce, c'était une rencontre. Bon, il y a eu 2 fois Genève, des fois c'est déjà cette année. Là, il va y avoir Lausanne, il va y avoir Neuchâtel, et puis encore Sion. 25 ans. C'est fantastique. Le temps est passé comment pour vous ? Évidemment très vite. Il n'y a que les gens qui s'emmerdent qui trouvent le temps long. Moi, j'ai vécu des choses tellement fortes professionnellement et évidemment avec la naissance de mes enfants, le temps s'est accéléré. On a l'impression d'un homme heureux. On parlera tout à l'heure, vous avez sûrement des honneurs aussi, etc. Mais tout a eu l'air facile, c'est vrai. La force d'un artiste, c'est de donner l'impression que tout est facile. Même quand ça l'est pas. Même quand ça l'est pas. Il y a évidemment eu des hauts et des bas, il y a eu des trajectoires parfois un peu compliquées, mais en l'occurrence, il y a une cohérence, il y a une ligne, il y a un désir de faire de son mieux, et puis il y a une grande chance, c'est que tout ce travail que j'ai ça, c'est votre portable. C'est mon portable, malheureusement, je suis désolé. On va le couper. Non, c'est pas grave, on va le couper. Ça a presque l'air d'être en direct. Passez-moi le manteau. Voilà, le manteau. Je vous oblige à faire du montage. Alors maintenant, vous allez donner votre numéro de portable à l'antenne, comme ça. Voilà, on voit que vous avez une coque affreuse. Voilà, c'est une coque. Respectable. Anglaise. Voilà, anglaise. She's gone. Ouais. Vous avez combien de portables ? 2. Ouais. Ça veut dire quoi ? Il y a le portable pour les amis, le portable discret ? C'était un peu ça, mais à la fin, tout s'est confondu. Donc maintenant, comme tout le monde a les 2 numéros, je suis un peu... Vous disiez la trajectoire, les hauts, les bas. Oui, les hauts, les bas, puis surtout l'envie de faire de son mieux et de se remettre en question, de prendre des risques. Les galères, et beaucoup d'artistes se sont fait un peu dans les galères. Vous avez connu la galère ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'on appelle la galère ? Avant que ça commence ? Avant que ça marche ? Oui, bien sûr, d'avoir peur de ne pas pouvoir payer son loyer, ou d'avoir peur de ne pas pouvoir joindre les 2 bouts, de ne pas avoir la certitude d'avoir pris la bonne voie, parce qu'évidemment, se lancer dans un métier d'artiste, alors qu'on est à peine... j'étais encore étudiant, moi. J'étais encore étudiant pour rassurer ma mère, mais j'avais déjà commencé à faire du cinéma. Tout le monde a en tête un album Bruel, cinéma, théâtre, chanson. Vous êtes une tête bien faite aussi. Quand on lit vos interviews sur l'histoire, sur la politique, vous avez des idées. Ça a été difficile, finalement, d'avoir une vie. Vous vous dites parfois, j'aurais pu faire autre chose. Je ne crois pas avoir eu qu'une vie. Je crois que j'en ai déjà 3 ou 4. Celle de chanteur, celle d'acteur, celle de producteur, celle de joueur de poker, un petit peu aussi. Pas tout le temps, ça fait 2 ans que je n'avais pas joué, là j'ai repris un peu pour m'amuser. Les premiers rêves. Puis il y a surtout la vie de père de famille. Parce que ça a été le grand bouleversement pour moi et une merveilleuse approche. Ça vous occupe, ça on sent, hein, vous en parlez beaucoup, chaque instant. Ouais, beaucoup. Vous êtes 2 garçons. Oui, beaucoup. Hein? Oui, tout le temps. Pas tout le temps. Quand je ne suis pas avec eux, ils sont la moitié de ma tête. Mais enfin là, c'est banal, ce que je dis, tous les pères de famille pensent comme moi. Vous êtes représentant d'une génération, le divorce
Vous parlez du divorce comme peu de gens le font, avec une sincérité totale, beaucoup de bon sens. Hein. Vous dites il faut se divorcer dans le bon sens, il faut s'organiser dans le bon sens. J'ai eu la chance de tomber sur une femme extraordinaire avec qui nous avons eu 2 enfants magnifiques. Et au moment de notre séparation, il est évident que les enfants étaient notre priorité. Donc, ça touche beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a 1 personne sur 2 à peu près. Hein. Ouais, 2 couples sur 3 même. Non. Mais oui, le divorce, les enfants n'ont pas à pâtir de ça. On peut avoir des relations plus compliquées, mais essayer d'arranger un peu les choses. Enfin, moi, je ne peux pas donner de leçons à des gens parce que chaque exemple est très différent. Il y a des divorces heureux. Il y a des divorces heureux, c'est possible. Moi, je suis la preuve d'un divorce heureux parce que Amanda est restée quasiment ma meilleure amie, que nous parlons 2 ou 3 fois par jour au téléphone, que nous allons les uns chez les autres, que les enfants ne sont pas pris dans une joute. Donc c'est vraiment très sur la très répartition harmonieux. du temps, de s'occuper des enfants, 50-50. etc. Voilà, 50-50, sauf en tournée. Oui, mais 50-50 dans l'intelligence. C'est-à-dire qu'évidemment, si je ne peux pas être là, je ne vais pas garder mon 50% pour les donner à quelqu'un qui va les garder alors qu'ils peuvent être avec leur maman. Et pareil pour elle, parce qu'elle voyage aussi, elle travaille aussi. Vous dites des choses très réfléchies sur l'éducation. Vous dites les pères divorcés ont tendance à être trop gentils pour faire du charme à leur enfant, pour pas être le méchant du couple. Vous tenez ça, hein. Vous dites qu'il faut être autoritaire un peu. L'enfant est en recherche d'autorité. Si vous le privez de ça, sous prétexte d'être, entre guillemets, plus doux, plus docile, plus gentil ou plus je ne sais pas quoi, vous lui faites pas de cadeau et c'est pas bien. De toute façon, ça vous retombera sur le nez. Il faut bien sûr que c'est difficile pour un père. Peut-être encore plus difficile pour un père qui ne voit ses enfants qu'un week-end sur 2. Évidemment, il ne peut pas être là, faire sans arrêt avoir sans arrêt son rôle de référent et montrer son autorité. C'est peut-être plus difficile. Mais quand on est comme moi à 50-50, oui, je pense qu'il faut pas perdre ça de vue. En tout cas, c'est important. Ce mariage-là, il est venu après une vie bien remplie. Hein. Vous avez beaucoup plu, vous plaisez toujours aux femmes. C'est gentil, merci. Il y a un moment où on est désabusé d'avoir trop séduit. Jamais. Jamais. C'est toujours aussi plaisant. Moi, jamais en tout cas. Le côté vieux séducteur, il n'y a aucun risque. Vieux séducteur? Non, pourquoi vieux? Qui est vieux? Vous n'avez jamais été, finalement, désabusé de tout ça? Non, non, je crois Il y a eu une période incroyable. Je crois que j'ai gardé une capacité d'émerveillement intacte. Mais surtout, en fait, tout, que ce soit des... Vous citez quelque part Jacques Brel, hein, vous dites être adulte, mais pas sans être en gardant le part d'enfant. Ouais. D'être vieux sans être adulte. Vous savez, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir à aller voir un film, à lire un livre, à prendre du temps, à regarder mes oliviers pousser, à jouer avec mes enfants, à partager des choses. J'ai l'impression, en effet, qu'une journée n'est pas assez longue pour moi. Et j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir choisir. Donc, j'avance dans des choses qui me construisent. Sur la célébrité, vous parlez très sincèrement. Vous dites, j'avais envie d'être connu, hein. J'avais envie d'être reconnu, d'être aimé, d'exister. Au départ, j'ai une envie d'exister quand je suis petit et envie d'être au centre. Pourquoi est-ce que je dis les tirades de Rogojine dans l'Idiot quand j'ai 6 ans, au milieu avec un drap et toute ma famille doit m'écouter? Bon, pourquoi est-ce que l'âge de 10-11 ans, je commence à chanter dans les déjeuners? Il faut absolument que tout le monde m'écoute. C'est étrange. Alors évidemment, comme je le dis dans mon livre, qu'est-ce que ma famille a été heureuse quand le public a pris le relais, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Vous êtes enfant divorcé, hein, aussi. Votre père est parti très tôt, né en Algérie, mais venu en France, quoi, 3 ans, 4 ans Moi, j'avais 3 ans, oui. Mais là, le schéma est totalement inverse, parce que c'est évidemment pas le schéma que je reproduis, puisque mon père a été très absent, et moi, je suis un père très présent. Quel souvenir vous avez de ça quand on part, quand on quitte le Maghreb à 3 ans? Rien? Aucun. Je pense que je n'ai de souvenirs que ceux de la mémoire collective, de ce qu'on m'a raconté. J'assimile peut-être à des vagues souvenirs d'enfance. Il n'y a rien, il n'y a pas un parfum, il n'y a pas un... Non, non,
j'ai creusé là-dedans au moment où on a tourné le coup de Sirocco avec Arcadie, parce qu'évidemment, je racontais cette histoire, la sienne, mais évidemment la mienne. Mais non, je n'ai pas de souvenir. Élevé par une mère institutrice, éducation comment? Comment il faut vous imaginer, à part les spectacles de famille? Une mère avec l'appui de mon grand-père et de mes oncles aussi, hein. Donc il y avait une autorité réelle, beaucoup de respect, et beaucoup de conscience de la situation dans laquelle on était, même si ma mère s'est mise en paravent pour m'éviter, pour que, comme je dis dans la chanson qui lui est consacrée, Raconte-moi, je lui ai dit des paravents pour une enfance plus douce. Mais il y avait quand même des difficultés, et j'étais pas étranger à j'étais pas extérieur à ces difficultés, je les voyais, et j'ai vu ma mère se battre pour que tout soit harmonieux, mais je l'ai vue se battre pour ça. La voix, votre voix, elle est reconnaissable entre... Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez ce grain de voix bizarre, cassé C'est un cadeau de mon père, justement. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Puis c'est pour mes 11 ans, je crois, ou mes 10 ans, il est venu et m'avait offert m'avait emmené chez Darty. J'avais acheté deux albums, 2 disques. Qui étaient 2 disques classiques d'ailleurs, parce que c'était le concerto numéro 1 de Tchaïkovski et le Requiem de Mozart. Il a été très étonné que je demande ça d'ailleurs, mais je grandissais aussi dans un univers très éclectique musicalement. Et puis un petit magnétophone à cassette. Et donc je l'ai eu et j'ai appuyé, je me suis enregistré et là j'ai entendu ma voix et j'ai été épouvanté. Vraiment. J'ai mis du temps à m'y habituer. Vous l'avez travaillé ensuite? J'ai toujours chanté. Et à une époque, j'ai pris des cours de chant. J'ai commencé à prendre des cours de chant parce que j'allais chanter dans une pièce de théâtre. C'était ça le départ. Et cette professeure de chant, Annette Charlot, illustre professeure de chant, m'a tout de suite dit que j'avais une voix de ténor et qu'on allait travailler, évidemment, mais qu'un jour, ça serait intéressant que je me lance dans l'opéra. Et j'ai attendu assez longtemps pour m'y risquer, puisque j'ai donné un spectacle pour l'Institut Pasteur Weizmann il y a quelques années en France, avec 80 musiciens classiques. Donc je ne me suis pas privé de chanter le Nessun Dorma de Turandot. Et voilà, c'est sur YouTube si vous voulez le voir. J'en suis très fier. La suite de l'histoire, elle fait partie du patrimoine musical, quoi. Là, et Casser la voix, qui a été un succès inouï. C'est quoi, des millions d'albums en 89? Oui, 90, l'album Alors Regarde a vendu quasiment 3 millions d'albums. Ouais. On était à 2,8 millions. Aujourd'hui, il est à 3 millions. Et ensuite, les albums qui ensuite, les albums qui ont suivi ont eu beaucoup de succès. Il y a eu des scènes inouïes. Alors, je pense que vous avez ras-le-bol qu'on les rappelle, mais quand vous êtes bloqué dans une pizzeria, je crois qu'il y avait une foule telle que vous avez de la peine à sortir de la pizzeria. Oui, mais ça, c'était un épiphénomène. Ouais. Tout le monde a monté ça en épingle, mais bon, c'était juste un rendez-vous à 4h d'après-midi au fond d'une pizzeria sur les Champs-Élysées. Il y a 4-5 filles qui m'ont vu, qui ont prévenu tout le monde. Et c'était le jour de rentrée, le samedi qui précédait la rentrée des classes. Donc il y avait un monde fou sur les champs. Et il suffit qu'on dise, il y a quelque chose là pour que les gens approchent. Les 100 premiers savent que vous êtes là, mais les 3000 derrière ne savent pas ce qu'ils voient. Ils sont là juste à se demander ce que c'est. Et en même temps, vous n'avez jamais eu la tête tournée. Vous donnez l'impression d'avoir les pieds sur terre. Apparemment, vous gérez vos affaires vous-même beaucoup. Vous n'avez jamais eu la tête tournée. Certainement, j'ai sûrement eu peut-être des moments, et tant mieux, où le comportement était celui de peut-être... Voilà, il y a peut-être eu des écarts, peut-être que j'ai pu, sans le vouloir, parfois blesser des gens. Mais il est évident que la vitesse à laquelle vont les choses et le nombre d'activités auxquelles je m'adonne fait que j'ai pas le temps de m'asseoir sur moi et de... Je sais pas ce que c'est, en fait. Oui, péter un câble... Paraît-il qu'on l'a tous fait, mais j'ai évité ça. Alors, est-ce que c'est l'éducation? J'ai évité pas mal d'écueils. J'ai évité pas mal d'écueils de mon métier. Vous êtes joueur, vous le rappeliez vous-même, le poker. Un peu de joueur. Je viens des échecs, en fait. Hein. C'est quelle mentalité quand on joue de l'argent notamment? Ça dit quoi? Moi, je joue plus pour le titre que pour l'argent. Là, je viens de faire le tournoi de Los Angeles. Je n'avais pas joué depuis 2 ans. Je me suis classé 4e sur 600 dans un tournoi très, très difficile. Donc, j'étais très fier et à la fois très agacé parce que quand on est 4e, on se dit, mais une finale, ça se gagne. Donc, j'aurais préféré aller au bout. Mais je joue plus pour le titre. Et donc, je suis plus sur les ressorts analytiques et sur l'étude des comportements et la gestion à la fois des masses, des cartes, du temps. Enfin, c'est un jeu qui demande beaucoup de présence physique et mentale. Ouais. On dit de vous que vous êtes très bon gestionnaire, que vous gérez vos affaires très bien, avec un œil. Bah oui, pas très bien. C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'ai une image de bon gestionnaire ou d'homme d'affaires, je pense que je ne suis pas très bon, non, en effet. Je pense que c'est quelque chose qui a traversé, qui a transpiré d'une manière... Je ne suis pas très bon. J'ai de très bonnes idées et j'ai pu gagner beaucoup d'argent avec des bonnes idées, mais je n'ai jamais fait de l'argent avec l'argent. Ce que sont les grands hommes d'affaires. Un grand homme d'affaires, vous lui donnez 10, il va faire 100 avec les 10. Moi, ou je fais 100 avec l'idée, ou je fais 0, mais je ne sais pas... Et il y a des gens pour ça autour de moi qui sont beaucoup, beaucoup plus forts. Mais vous en parlez franchement. Hein. Quand il y a eu la fameuse idée de François Hollande de taxer à 75-75% les fortunes, vous avez dit c'est trop. C'est stupide. Ouais. C'est stupide parce que c'était d'abord complètement anticonstitutionnel. Et d'ailleurs, je disais juste que ça serait retoqué au Conseil constitutionnel quelques mois plus tard, ce que ça n'a pas manqué d'être. Mais c'est surtout que les 75% sont transformés pour beaucoup d'entre nous, en 94, 95, 98%. Voilà, donc là, ça prenait des proportions et puis surtout, ça n'avait aucune vertu constructive. Vous êtes toujours homme de gauche ? Oui, mon cœur est à gauche. Et j'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai grandi dans des valeurs que la gauche incarne. Après, maintenant, tout dépend de quelle gauche on parle et avec des fidélités, je vous ai souvent entendu parler de Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes sans doute le seul en France qui rappelle toujours qu'il aurait été un bon président. C'est ce que vous pensez toujours ? Non, je crois que beaucoup de gens pensent qu'il aurait été un bon président. J'en sais rien, mais en tout cas, à son poste, c'est-à-dire aller à l'économie, oui, je pense que c'est quelqu'un qui avait ou qui a toujours un gros potentiel. Il y a une autre constante, c'est ce que vous dites sur les Le Pen. Le Pen père et fille. Et dans l'actualité des mois présents, évidemment, ils sont là. Ça, c'est une vraie inquiétude pour vous ? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens statuent sur la différence entre le père et la fille. S'il y a une évidente différence sur la forme, dans le caractère beaucoup plus habile que la fille a rassemblé, sur le fond, l'idéologie reste la même. Et je pense que cette idéologie que l'on connaît n'a jamais fait ses preuves nulle part, n'a jamais marché dans aucun pays. Jamais. La seule fois où ça s'en est approché, c'est en Allemagne. Et je ne crois pas que ça a été très, très productif. Tout à l'heure, vous me recommandiez de ne pas en parler, vous avez 54 ans. Oh, bah vous êtes gentil, vous êtes un bon journaliste. Vous faites moins, on peut le dire quand vous faites moins. Je ne moins. vous recommandais pas de ne pas en parler, mais je disais à quoi ça sert de mettre le doigt sans arrêt sur l'âge des gens. Le temps passe pour tout le monde. Quand vous parlez des morts, vous en parlez de manière très prenante, surtout un ami, Guy Carcassonne, qui est disparu. C'est présent, ça, dans votre vie, les disparus ? Bon, c'est pas les disparus. Quand on perd quelqu'un d'aussi cher et d'aussi présent, qui est un vrai socle, quelqu'un qui m'accompagnait depuis 27 ans dans la plus belle des amitiés qui soit, sans aucune faille. Je ne sais pas si ça existe, il n'y a pas eu... Je ne me souviens pas de rien qui ait pu mettre une ombre ou un voile sur cette amitié. Il me manque terriblement. Il manque aussi à beaucoup de gens en France, car son regard et sa vision... puisqu'il faut le rappeler, ceux qui ne le savent pas, c'est un immense professeur de droit constit et en même temps un conseiller politique hors pair et un regard très avisé au Conseil constitutionnel. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a compté, qui a pesé sur beaucoup de moments en France. Ouais, il me manque terriblement. Moi, jusqu'à présent, je n'avais pas connu de chagrin aussi fort. Le cercle des amis, le cercle des fidélités, pour vous, c'est vraiment... Ça vous a accompagné tout le long ? Oui, ce sont des épaules sur lesquelles poser sa tête, des épaules qu'on a choisies, parce qu'on ne choisit pas forcément sa famille, bien que je sois très heureux de la mienne et des relations que nous avons tous. Le cercle familial que nous représentons me plaît. Il me plaît de les retrouver dimanche, nous faisons un déjeuner avec toute la famille, et ça me plaît beaucoup. C'est une famille assez formidable, avec pleine de contradictions, des discussions très, très, très fortes. Ça va partout, j'aime ça. Il y a débat dans cette famille et tout le monde y prend part. Les amis, oui, ce sont ceux qui vous aident à vous relever quand c'est moins facile. Et puis j'ai la chance d'avoir des amis que j'ai connus à la fac, moi. Donc il y a des valeurs qui ne se remplacent pas.
La Suisse, on rappelait les dates, hein, vous serez à Lausanne, à Neuchâtel, à Sion en juillet. Vous la connaissez pas mal? Je la connais très très bien. Ouais. J'y ai tourné beaucoup de films, j'y ai passé beaucoup de vacances, j'y ai beaucoup d'amis. Et je suis toujours émerveillé de l'accueil qui m'est réservé par le public, qui est toujours là, avec une ferveur, une puissance et une mémoire extraordinaire. Vraiment, c'est proportionnellement même assez impressionnant. Le public suisse n'est pas plus pépère qu'ailleurs Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de public pépère, Ouais. il n'y a que des artistes qui provoquent les choses. Il y a des artistes qui provoquent un public pépère et d'autres qui provoquent un public très, très enthousiaste et très volubile. On peut continuer sans fin quand on voit un Aznavour qui est sur scène, 90 ans, 90 ans. Ça donne envie. Oh oui, bien sûr. Enfin, Ouais. on peut continuer tant que le public en a le désir, tant que vous prenez du plaisir à le faire, et tant que ce que vous proposez va toujours dans la cohérence de votre ligne, de vos audaces, de ce que vous vous êtes fixé. Il ne faut pas faire le concert de trop, il ne faut pas faire le match de trop. C'est quoi le concert de trop? Je ne sais pas, j'en ai vu, je ne vais pas en citer. J'ai vu parfois des artistes où je me disais, mais non, pourquoi? Qui pas est la peine. hors norme? Vous avez chanté avec Johnny Hallyday, tout le monde a souvenir de ça. Hein. C'est une image, un très son. forte. Voilà. J'ai une relation très forte avec Johnny Hallyday parce qu'elle est à la fois extrêmement amicale et fraternelle et professionnellement, c'est deux lions dans la même arène. Vous êtes très différents. Vous avez un côté très intello, lui a un côté beaucoup plus intuitif. Ça permet une amitié. Oui, c'est quelqu'un qui est très agréable en tête-à-tête. Plus il y a de gens autour, moins c'est facile parce que c'est quelqu'un de très... qui a beaucoup d'inhibition. Et quand il est en confiance, comme c'était le cas il y a une semaine à Los Angeles, il m'a invité à dîner chez lui dans sa très belle maison. Les gens qui le prennent pour un imbécile, il y en a pas mal. Il ferait mieux de se poser des questions sur eux-mêmes. Ouais. Qui d'autre sort du lot vraiment dans la génération? Je sais pas, un imbécile qui a traversé comme il a traversé toutes ces générations, qui a traversé ce métier, qui a traversé toutes les modes. Il y a beaucoup de gens autour de lui qui ont disparu professionnellement. Et il est resté, il est là et bien là. Je doute, moi, beaucoup de ça. Quand on fait le compte alors de ceux qui sortent du lot, lui, qui d'autre? Oh, des artistes qui sortent du lot. Oh là, on n'aura pas le temps l'émission ne nous prêterait pas assez de temps pour en parler. De quoi? D'Aznavour, de Sardou, de Souchon, de Woolsey, de Cabrel, je sais pas, De ceux qui ont compté. de Goldman. Avant, pour vous, vous citez souvent Brel. Brel, ouais. J'étais très impressionné par Brel quand j'étais petit. J'aimais ça, j'aimais ses chansons. Ma mère avait acheté Amsterdam quand j'étais tout petit et j'adorais cette chanson. Je l'écoutais beaucoup et ensuite, pour me faire plaisir, elle m'avait offert un nouveau 45 tours de Brel et ça s'appelait les Bonbons. Et je trouvais la chanson un peu con-con, alors elle me plaisait pas trop et j'ai retourné le disque et là j'ai trouvé Jeff. Et je pense que j'ai écouté Jeff 1000 fois, 2000 fois quand j'étais petit. Ma mère... C'était très étonnant. Donc oui, Brel a compté, c'était peut-être cette extériorisation très forte. Mais Brassens aussi a été très important, très jeune. J'ai connu Brassens, les chansons de Brassens très très jeune, la musique classique très jeune. Reggiani a été une révélation quand je l'ai vu sur scène, quand j'avais à peine 10 ans. J'ai eu de la chance parce que ma mère m'a emmené voir des spectacles. Elle m'a emmené voir Tosca dans les termes de Caracalla, elle m'a emmené voir Aïda à Vérone. Voilà, on a beaucoup vu. J'ai vu des films très intéressants quand j'étais jeune. J'ai eu une passion pour le cinéma qui a commencé très tôt. Et pourquoi est-ce qu'un gamin de 10 ans, j'avais 10 ans quand Z est sorti, est intéressé comme ça par l'univers de Costa Gavras? Mais je comprends aujourd'hui, finalement. Je me suis toujours étonné de ça, mais quand je vois mon fils aujourd'hui à 10 ans, quand je vois à quoi il s'intéresse, ce qu'il lit, quelles sont ses préoccupations, même celui de 8 ans, je me dis, bah ouais, finalement, j'étais pas si en avance que ça. Patrick Bruel, quelle réussite, hein. Elle est assez extraordinaire dans des secteurs très différents. Alors, il y a l'intelligence, talent, travail. Il y a beaucoup de charme, hein, ça me frappe. Vous charmez toujours, vous donnez de la peine quand vous êtes une émission de télévision partout. Voilà, la part de charme, c'est quoi? Mais là, j'ai pas l'impression d'essayer de... Non, mais c'est tout à fait de charmer. positif. Mais la part de charme, c'est quoi dans la réussite? Mais la charme, c'est quelque chose qui vous échappe. Le charme, vouloir charmer, déjà, c'est perdre 50% de son charme, je suppose. Donc... c'est d'être... on va rentrer dans les sentiers battus. Être soi-même et avoir la chance que ce soi-même intéresse ou plaise aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont eux-mêmes et qui ont énormément de qualité, mais qui ne passent pas la rampe, qui ne rentrent pas chez les gens, qui ne sont pas plus intéressants que ça.
Patrick Bruel, merci. Merci, c'était très court en fait. L'aboutissement, c'est quoi pour vous? L'aboutissement, c'est d'arriver à harmoniser un petit peu plus le temps. C'est de prendre un peu plus de temps pour moi, pour me ressourcer, pour lire tous ces livres que je n'ai pas lus, ça me panique ça. Et puis pour passer beaucoup de temps avec mes enfants, puisque vous parliez de mon âge. Et s'il y a un seul écueil à cet âge, et un seul problème à cet âge, c'est que de ne pas voir suffisamment mes enfants grandir quand même, oui, mais qu'est-ce qu'ils deviendront, qu'est-ce qu'ils seront. J'aimerais être là le plus tard possible pour le savoir et partager avec eux. Ça, Merci. oui, c'est ma seule angoisse en fait. Merci Patrick Bruel. Merci à vous.